Bonsoir à tous, et dans l'actualité ce soir, bientôt une législation pour encadrer l'utilisation des véhicules légers et électriques comme les trottinettes et les gyroroues. Reportage chez des professionnels à Strasbourg. Les vacances de la Toussaint ont commencé pour les écoliers, mais ce n'est pas une raison pour ne rien apprendre. Direction l'atelier Les Mains dans le Cambouis, où les cyclistes en herbe découvrent comment réparer leur vélo. Et puis vous le découvrez, il est originaire d'Ingvillers et il chantera demain soir en prime time à la télévision allemande. Il s'agit d'Alexandre, candidat à The Voice. Mais pour commencer, des nouvelles sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, l'a annoncé ce matin sur Europe 1. L'Alsace sera une collectivité dotée de compétences particulières. On l'écoute. Le gouvernement a été très clair, il est prêt à soutenir la création d'une collectivité alsacienne, c'est-à-dire qui serait faite à partir des deux départements. Tout cela dans la région Grand Est, et avec, je dirais, des compétences qui sont des compétences des départements, mais d'autres compétences qui tiendraient à leur spécificité. Un statut spécial. Non. Pour ce département fusionné. Non, pas un statut spécial, une collectivité avec des compétences particulières qui sont dues aux transfrontaliers notamment et à l'identité alsacienne rhénane. Jacqueline Gouraud qui est attendue en Alsace ce vendredi. Elles sont de plus en plus nombreuses sur les trottoirs, mais plus pour longtemps. Les trottinettes électriques qui dépassent les 6 km/h devront bientôt circuler sur les pistes cyclables. C'est une annonce de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, hier. Fanny Kuhn s'est allée recueillir l'avis des professionnels du secteur. Trottinette ou gyroroues, Valentin vend dans sa boutique ses nouveaux modes de transports électriques. Afin de mieux encadrer leur utilisation, ces engins prendront très bientôt une place à part entière dans le code de la route. Une nouvelle plutôt bien accueillie, même si le jeune homme émet quelques réserves. Ça permettra à tout le monde d'évoluer en toute sécurité, on va dire, dans l'espace public. Également, ça permet de conseiller les gens sur la manière d'utiliser parce que c'est un produit qu'on peut utiliser un peu comme on veut, sur le trottoir, sur la route, sur la piste cyclable, en respectant les autres, mais ça enlève quand même une part de liberté que confèrent ces produits-là et qui sera amoindrie, on va dire, avec cette loi. Pour les juristes, l'utilisation de ces EDP pour engins de déplacement personnel se devait d'être encadrée. C'est un mode de déplacement supplémentaire dans l'échantillon que peut avoir à sa disposition l'usager, pas polluant, rapide, mais il s'agit effectivement d'avoir un cadre réglementaire pour que la cohabitation soit plus facile, soit plus sûre. Le piéton est un usager vulnérable, donc il faut sécuriser de part et d'autre ces différents utilisateurs et leur donner un cadre pour qu'ils aient chacun leur domaine de déplacement sans stigmatiser ou sans mettre de côté le bénéfice qu'on pourrait tirer de ce type de déplacement. La création de cette nouvelle catégorie de véhicules et l'organisation de la micromobilité devraient entrer en vigueur avant la fin de l'année. Économie maintenant, le SIAL, le Salon international de l'agroalimentaire, se tient en ce moment même à Paris. Et plus d'une vingtaine d'entreprises alsaciennes y sont représentées car les enjeux sont très importants. Nora Boiriois. Pour le fabricant de pâtes d'Alsace, Valfleury, le salon international de l'agroalimentaire est le rendez-vous incontournable de l'année. 45% de sa production part à l'export, majoritairement vers l'Europe, mais aussi jusqu'en Chine, Russie, Canada. Valfleury vient sur ce salon depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est le lieu idéal pour présenter ses produits et ses dernières nouveautés. Ici, on a à la fois les clients export, les clients français, grande distribution, marque distributeur, donc c'est vraiment là où on voit tout le monde et ça permet des fois de croiser les idées, d'avoir leur avis en direct, de pouvoir éventuellement échanger avec eux, donc c'est un lieu incontournable. Plus d'une vingtaine d'industriels alsaciens sont présents sur le stand du Grand Est. La région aide les entreprises à gagner de nouvelles parts de marché. Il faut doper cette envie d'international parce que c'est du chiffre d'affaires supplémentaire, c'est de l'emploi supplémentaire. Je me rends compte aussi en parlant avec les uns et les autres qu'il y a un gisement d'emploi extrêmement important en termes de techniciens dans l'agroalimentaire, maintenance de chaîne, technico-commerciale pour savoir comment vendre, mais tout en connaissant les process de fabrique. Tout ça, ça va nous permettre, avec les entreprises, je pense, de créer là aussi des lieux, voire des écoles de formation spécialisées.
Le Grand Est est la région de France qui exporte le plus et l'Alsace aussi est en bonne position avec 9% de sa production dédiée au marché extérieur, soit 2 points de plus que la moyenne nationale. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. 80% des clients des restaurants végétariens de Mulhouse ne seraient pas eux-mêmes adeptes d'un régime végétal, et selon un chiffre qui est paru dans le JDS. Et en effet, si seuls 2% de la population française serait végétarien et 0,5% serait vegan, de plus en plus de consommateurs réduisent leur consommation de poissons et de viande. On les appelle les flexitariens. Marine Zis est allée le vérifier. Dans ce restaurant bio, en salle comme en cuisine, les associés sont véganes. Leur cuisine aussi, malgré les apparences trompeuses de ce burger. Mais est-ce le cas de leurs clients ? Ni végétarienne ni végane, mais je fais très attention à l'écologie, à ce que je mange, aux matières premières. J'évite les pesticides au maximum et ici je sais que c'est de qualité, que c'est frais. Je suis pas végétarienne. Je trouve le concept pas mal parce que du coup ils n'ont pas beaucoup de plats. Mais c'est du fait maison. Pas végétarienne, pas végane, c'est surtout la proximité de base. Et ensuite, on a apprécié au fil du temps, on a apprécié ce type de cuisine, le fait de manger sain. Une clientèle principalement féminine ce midi, mais aucun végane à l'horizon. Quelques rues plus loin, dans ce fast-food vegan, même son de cloche. On y vient pour la cuisine bio et locale. Seule une cliente sort du lot aujourd'hui. J'habite à Lyon et je suis végétarienne. Là, j'étais en déplacement, donc en effet, j'ai cherché tout de suite un restaurant végétarien parce que je sais que si je m'arrête dans n'importe quel endroit, j'aurai pas forcément d'options pour manger à ma faim. Pas facile de croiser d'autres végétariens ou véganes ce midi, mais pour Aïssa Tabal, gérante du lieu, c'est plutôt encourageant. De prime abord, il y a pas mal de gens qui peuvent être fermés au véganisme et qui ont aussi pas mal de préjugés et d'a priori. Par exemple, la salade, on mange que de la salade, on mange pas assez, on n'arrivera jamais à satiété et tout ça. Alors qu'au final, ils se rendent compte qu'ils sont souvent surpris justement, déjà qu'on puisse proposer des desserts par exemple sans œufs, tout ça. Et aussi que on peut bien manger en mangeant que du végétal. Et ils découvrent aussi pas mal de nouveaux ingrédients. La tendance mulhousienne serait donc au flexitarisme, c'est-à-dire que l'on est végétarien ou végane mais pas à temps plein. Autrement dit, on consomme moins de viande rouge et de poisson sans pour autant y renoncer. Le régime flexitarien prône souvent une alimentation de qualité et respectueuse de l'environnement. Une exposition sur l'épisode mystérieux de Fièvre de la danse il y a 500 ans. Ça se passe au musée de l'œuvre Notre-Dame et un atelier pour apprendre aux enfants à bricoler leur vélo. Voici l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg par Camille Roland et Cécile Motz. À la mi-juillet 1518, un étrange phénomène se tient à Strasbourg. Des habitants sont pris d'une envie de danser, et cela jusqu'à l'épuisement. Ils sont d'abord une poignée, puis quelques dizaines. L'épisode prend de l'ampleur et inquiète les autorités. C'est la fièvre de la danse. Ce phénomène pour le moins insolite, c'est le point de départ de la nouvelle exposition présentée au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg. On présente cette exposition parce qu'on souhaitait, 500 ans justement après les faits, pouvoir faire le point sur ce qui s'est réellement passé. On imagine qu'il s'agit peut-être de la chaleur, puisqu'apparemment il faisait extrêmement chaud, c'est ce que les médecins ont dit. Également, peut-être est-ce une réponse sociale à des difficultés politiques et religieuses de cette époque-là. Je crois que personne ne saura jamais véritablement ce qui s'est passé. À découvrir ici, une enquête menée par des historiens à partir de sources de l'époque, des témoignages manuscrits, des chroniques ou encore gravures et sculptures. Et au-delà de la fièvre, c'est la vie au Moyen-Âge qui se dévoile. On est ici dans une salle qui évoque la bonne et la mauvaise danse. Donc la manière dont, à cette époque-là, on a un jugement très contrasté sur la danse telle qu'on peut la pratiquer et la danse telle qu'on ne doit pas la pratiquer. Et il est certain que les danseurs de 418, ce n'est pas la bonne danse qu'ils réalisent. Et c'est vrai qu'on a souhaité également évoquer la question de la représentation des morts dansants, puisque le lien de la danse au péché et à la damnation est quelque chose de fort à cette période-là. L'exposition est à voir aussi pour sa scénographie.
8 salles aux couleurs vives, des peintures, des témoignages contemporains, des extraits de films ou encore des livres sont réunis pour mieux comprendre l'épidémie. On a souhaité soutenir cette exposition par une scénographie assez forte et assez parlante qui fait passer en quelque sorte le visiteur dans l'imaginaire de l'époque. Et le scénographe Philippe Poirier a choisi de s'inspirer de gravures strasbourgeoises ou du monde germanique du début du XVIe siècle, justement pour proposer cette plongée dans l'imaginaire. Il a peint directement sur les murs et réinterprété ces gravures qui scandent le parcours tout au long. Le visiteur découvrira que Strasbourg n'a pas été la seule ville d'Europe touchée par la fièvre de la danse. Pour en savoir davantage, l'exposition est à découvrir au musée de l'œuvre Notre-Dame jusqu'au 24 février 2019. La dynamo, on va la coller contre le pneu, comme ça. Et si on fait tourner la roue, on s'aperçoit qu'il y a de la lumière ici et de la lumière ici. Ok ? Anaïs, Alexandre et Jérémy sont deux jeunes Strasbourgeois de 11 à 13 ans et ils ont tous décidé de mettre à profit leurs vacances de la Toussaint. Ces cyclistes en herbe participent à un atelier. Le but, tout savoir ou presque sur les vélos. Je viens de vérifier que c'est la bonne ampoule pour le feu arrière. Et donc ici, là, je vais voir comment mettre cette pièce. J'ai appris des choses, comment par exemple re-railler, ou alors changer le pneu, c'est simple. Je vais regarder s'il y a un trou et s'il y a un trou, je vais essayer de le réparer. Donc en gros, on va mettre de la colle, on va le faire sécher. Et après, on va mettre un petit autocollant qui va rester dessus. Et après, il n'y aura plus trop. Dans le local de l'association strasbourgeoise, aux ateliers Bretzel, ils mettent les mains dans le cambouis toute la semaine. Autour d'animations ludiques mais aussi pratiques, leur objectif, devenir de véritables mécanos. Mais ici, les mots d'ordre de l'initiation sont également entraide et gestes écologiques. Aujourd'hui, on fait transmission et lumière. Avec des modules pédagogiques, je leur apprends comment se passe la transmission d'un vélo, comment on enlève une chaîne par exemple, et puis après, je leur sors 3 vélos. Ils ouvrent une petite boîte où il y a toutes les pièces de la transmission. Et avec ce qu'ils ont appris avant, je laisse les modules pédagogiques en exemple parce qu'ils ont le droit de tricher. Et après, ils remontent la chaîne, le dérailleur, la gaine, le câble. Et puis, on vérifie après si les vitesses passent bien. Et idem avec la lumière. Le vélo, c'est presque un prétexte. Mais on leur apprend à mettre les mains dans le cambouis, à se débrouiller, pour aussi les sensibiliser à la recyclerie et leur montrer que un vélo, quand il est cassé, on ne va pas forcément le jeter. Et pour terminer la semaine, les jeunes cyclistes pourront directement tester leur bolide remis à neuf avec un périple de 27 km à travers les parcs de Strasbourg. On finit ce journal avec une aventure pas banale pour un jeune Alsacien. Originaire d'Ingwiller mais étudiant en Allemagne, Alexandre sera à l'affiche demain soir de l'émission télévisée The Voice of Germany. Sa guitare l'accompagne partout et jusqu'en Allemagne. Originaire d'Ingwiller, Alexandre est parti étudier la publicité en Bavière l'an dernier et c'est là qu'il est tombé sur une annonce de casting pour l'émission The Voice of Germany. Musicien et chanteur, il n'a pas hésité et le voici aux auditions à l'aveugle, choisi parmi plusieurs milliers de candidats. Quand vous arrivez sur la scène de The Voice of Germany, j'ai jamais vu une scène aussi grande malgré le fait que j'ai déjà fait des petits concerts un petit peu partout en Alsace. Il y a des lumières partout, le maquillage, la production, le stylisme. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est vraiment une semaine entière d'enregistrement dans laquelle vous devez être à 100% à tous les moments, mais ça reste une aventure inoubliable dans tous les cas pour moi. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Âgé de 21 ans, Alexandre joue et chante depuis 5 ans. Fan d'artistes français comme Julien Doré et Stromae, il espère transmettre sa passion et de l'émotion au public allemand. Si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas. Je considère que la musique c'est aussi un échappatoire pour le public parce que la musique n'a
pas vraiment de langue. La musique, pour moi, c'est une langue universelle avec laquelle on peut transmettre des émotions au maximum de personnes. L'émission a été enregistrée au mois d'août. Ce qu'il chantera est la langue qu'il a choisie. Alexandre ne peut le révéler. Alors, réponse demain soir sur la chaîne ProSieben et dans la salle des fêtes d'Ingwiller où l'émission sera diffusée sur écran géant.